Dossier Star Wars, interview exclusive. Miko est une personnalité incontournable. Homme de radio, comédien, chanteur, réalisateur et j'en passe. Il a travaillé très longtemps avec Sébastien Coé, à la radio mais également à la télé, où son personnage de Mopral, dans l'émission La Méthode Coé, est devenu culte. Argent pour Musica. Argent. Pas billet plastique. Oui, c'est bon, ça va. Il a également collaboré avec Cartman, alias Sébastien Patoche, dans plusieurs émissions en tant que comédien, mais également réalisateur. On lui doit notamment les clips de Quand il pète, il trouve son slip, mais aussi la cartouche. Pan, 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 je lui mettrais bien une cartouche. Pan, 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 je lui mettrais bien une cartouche. Pan, 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 je lui mettrais bien une cartouche. Je ne suis pas chasseur, mais je lui mettrais bien une cartouche. Mais quel rapport avec Star Wars, me direz-vous? Eh bien, il s'avère que c'est un fan absolu de la saga. Mais ce qu'il a de plus par rapport aux autres fans, c'est qu'il a eu un jour la possibilité d'entrer dans son rêve, à savoir assister au tournage de La Menace Fantôme en 1997 en Tunisie, et ce en tant qu'assistant peintre pendant 2 semaines. C'est pourquoi il m'a semblé important de lui poser quelques questions, non seulement sur ce tournage, mais également sur sa vision des films passés et à venir. Alors, bonjour Miko, bienvenue sur Cinéma Radio. Bonjour Eric, merci beaucoup. Je lui ai d'abord demandé comment avait-il fait pour se retrouver là-bas. Eh ben écoute, en fait, je m'étais proposé de coucher avec George Lucas. D'accord. Mais il n'a pas voulu, il a refusé. Non, pour parler sérieusement, c'est un piston, voilà, c'est par le piston. On va dire que j'ai un membre de ma famille, pour ne pas la citer, ma tante adorée, qui travaille dans le cinéma tunisien, qui était une grande comédienne et qui connaissait la boîte de prod par laquelle passait toute l'écurie de Lucas en venant s'installer en Tunisie. Donc j'ai pu m'intégrer et m'incruster dans le flot de gens qui bossaient sur ce tournage. Ce qui fait qu'il se retrouve non seulement dans un endroit qu'il ne connaît pas, mais également sur un gros film. Il m'a donc décrit ses premières impressions quand il est sur le tournage situé à... Moi j'étais à Tozeur. À Tozeur dans le désert tunisien. Ce qui est cool, c'est que c'était la première fois pour moi que je voyais le désert de mes propres yeux, en vrai. Oui. Et en plus, sur un tournage Star Wars, donc ce qui ne gâche rien. Grosse production, véritable fourmilière où chacun sait exactement ce qu'il a à faire. C'est pour ça que les premiers jours, j'étais un petit peu mal parce que tout le monde avait un poste précis et avait une occupation, une tâche très précise. Mmh. Et que moi, étant parachuté là-dedans et n'ayant jamais peint de ma vie, je tournais un peu en rond, quoi. Mais voilà, un jour, après son arrivée, un incident se produit sur le tournage. Et le soir même, en rentrant, effectivement, il y a eu une tempête, mais incroyable, comme il n'y en avait pas eu depuis une trentaine d'années, depuis le premier Star Wars, je crois. Le tournage des premiers Star Wars et il faut savoir que moi j'étais dans un site touristique à peu près 50 minutes du tournage en voiture et déjà à mon niveau chez moi il pleuvait à mort. J'ai jamais vu autant de flotte, de vent et je me posais la question, je me dis si ici c'est comme ça, comment ça va être sur le site là-bas? Oui. Et je m'en suis aperçu le lendemain en arrivant à 5h du matin parce que on travaillait très très tôt parce que comme le soleil tape énormément on s'arrêtait tôt de tourner. Quand je suis arrivé sur place, la catastrophe, tout était détruit, toutes les maisons la peinture avait disparu, il y avait des grands chapiteaux qui abritaient les costumes, les fausses barbes de Liam Neeson, tous les accessoires. J'ai tout trouvé par terre, c'était la calamité. Et j'ai vraiment cru que j'avais un peu porté malheur à l'équipe en ayant pu intégrer la team, justement. Je me suis dit, oh là là, merde, putain, je suis sur le tournage et voilà, si ça se trouve, le film ne se fera pas. Alors, la production a-t-elle, oui ou non, décidé d'arrêter le tournage? Justement, non, ils ont su rassembler les forces nécessaires et s'organiser, justement. On a réussi à tout reconstruire en 2 jours. En 2 jours, mais de façon acharnée et très active. Tout a été repeint, tout a été remis sur pied en 2 jours et c'est quasiment comme s'il n'y avait pas eu de cataclysme, en fait. Ce qui fait que finalement, cet incident va permettre à Miko de trouver enfin sa place sur un tournage qui, au départ, n'avait pas du tout besoin de lui. C'est marrant, moi je suis arrivé la veille et c'est vrai que le premier jour de travail, entre guillemets, parce que je savais pas encore ce que j'allais faire, je tournais un petit peu en rond parce que tout avait été déjà peint, tout était prêt, tout avait été construit, tout était prêt pour le tournage. Et donc je me suis dit je vais un peu me faire chier pendant 3 semaines si déjà tout est préparé, quoi. J'ai eu pas mal de boulot, je me suis senti utile et il a fallu tout repeindre, tout refaire. Donc toutes les maisons de Tatooine.
Voilà, c'est moi qui les ai peintes. Les courses de modules, c'est moi qui les ai salies. Voilà. Donc pour le coup, j'ai eu du boulot. J'ai vraiment bossé, j'ai mis la main à la pâte. Accaparé par le travail, Miko ne pouvait pas toujours espionner les tournages des séquences. Il se rappelle néanmoins avoir assisté à une scène, et pas la moindre. J'ai assisté par exemple au lancement de la course de Minipod, où tu vois tous les modules, les participants qui sont alignés avec chacun leur drapeau. Ça, j'ai vu ça. J'ai pu voir des petites scènes de l'arrivée de Anakin après cette course, acclamée et accueillie par la foule d'extraterrestres et d'humanoïdes. Voilà, j'ai pu voir quelques scènes de ci de là, mais bon, faut savoir que ces petites scènes que j'ai vues de mes propres yeux, c'est un petit peu frustré si tu veux, parce qu'à l'époque, je n'avais aucun accès au scénario. Je ne savais absolument pas ce qui se tournait, je ne connaissais pas l'histoire et j'ai dû attendre 2 ans pour la découvrir sur les grands écrans. Et il a pu également voir Dieu en personne, à savoir bien sûr George Lucas. George, je croisais bien sûr. Alors George, faut savoir que moi, je suis absolument fan de cette saga et je voulais absolument, c'est-à-dire que je m'arrangeais tous les midis pour m'asseoir à peu près en face de lui, tu vois. D'accord. Ça va dans mon champ de vision. Donc tous les midis, il a dû trouver un gars en face de lui qui le regardait avec des gros yeux, à l'analyser en train de manger. J'avoue, j'ai fait ça. Mais il a eu surtout la chance de croiser la magnifique Nathalie Portman. Si je me souviens bien, elle avait un problème au pied. Je crois qu'elle s'était cassé le pied ou elle s'était foulé la cheville. Donc il trouvait des astuces pour tourner que des plans assis, ou alors quand elle marche, c'était une doublure. Mais un tournage dans un pays chaud, c'est chaud. Comme le prouve cette anecdote qu'a vécu Miko. Au début, je me protégeais du soleil parce que c'est vrai que ça tapait très très fort. C'était du 45 degrés. Je me protégeais vachement. Je mettais des casquettes, des t-shirts, je me mouillais la nuque. Et puis au fil des jours, j'ai un peu pris la confiance. Et étant moi-même d'origine tunisienne, le soleil est mon ami. Bon très vite j'ai laissé tomber les protections et je peignais simplement torse nu en short. Et un jour le soleil a tapé tellement fort sur mon pauvre petit crâne que j'ai eu une espèce d'insolation. Je suis tombé dans les pommes. Je me suis mis à l'ombre pour me reposer et au bout de 40 minutes on peut dire d'évanouissement, vraiment je suis tombé dans les pommes. À mon réveil, j'ai fait un blackout et je ne me souvenais absolument pas de l'endroit où j'étais. Je comprenais pas, je voyais le désert, je savais pas où j'étais. Mais personne t'a calculé Mais j'étais tout seul et là je vois 2 extraterrestres passer devant moi et parler en arabe. Pour te préciser que la plupart des figurants, c'était de la main-d'œuvre, c'était des Tunisiens. Mais là, j'ai pas compris, quoi. Je dis, merde, qu'est-ce qui se passe, quoi? les extraterrestres existent, et en plus, ils parlent arabe. À ce moment-là, tout est revenu, effectivement. Je me suis dit, ok, d'accord, Star Wars, insolation, ok, tout va bien. Je suis pas encore sur la planète Tatooine. Et il y a aussi la rencontre avec le personnage très controversé de Jar Jar Binks. Jar Jar, c'est très marrant parce que le personnage de Jar Jar, moi, quand je l'ai vu sur place, il faut savoir qu'il y avait un comédien qui interprétait Jar Jar et qui avait la tenue de Jar Jar et qui avait la tête de Jar Jar sur sa tête à lui, tu vois, donc pour donner une indication aux autres acteurs de où regarder. Au moment du tournage, quand je vois ça et que je n'ai pas accès à l'histoire, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce personnage pourri quand on voit la tête du mec? Je me dis pas qu'après ils vont effacer son visage et qu'ils vont le remplacer par le cou de Jar Jar et je me dis mais c'est pourri quoi. c'est trop naze. C'est quoi ce personnage à la con? Déjà j'avais du flair sur le perso. Et justement, Miko a été très troublé par les différences entre les scènes auxquelles il a assisté pendant le tournage et le résultat final quand il a vu le film au cinéma 2 ans plus tard. De ce que j'ai vécu et de ce que j'ai vu après sur le grand écran, il y a quand même un gros changement. Hein. J'ai vu des choses qui n'existaient pas. Donc c'est là que je me suis aperçu qu'ils ont rajouté énormément de choses en numérique justement et ça m'a fait un petit peu bizarre. Par exemple, pour te donner un exemple, j'ai vu pendant cette course de pod, il y a des centaines et des milliers de personnes dans les gradins en train de suivre cette course. Bon, en fait, il n'était qu'une poignée de figurants. Ils étaient à peine une soixantaine, on va dire une centaine. Et j'ai vu après à l'écran qu'ils les ont démultipliés fois 45 millions, tu vois, pour faire vraiment une foule de dingues. Et c'était assez marrant de voir qu'en vrai, ils étaient qu'une centaine, tu vois. Et savait-il à quoi s'attendre ou a-t-il pris le film dans la gueule quand il l'a vu? J'ai pris tout ça dans la gueule avec les qualités et les défauts. J'ai reconnu évidemment l'endroit que j'ai peint, mais effectivement ils ont tellement fait un travail en post-production, en rajoutant des épaisseurs, en rajoutant des étages, en rajoutant des choses qui n'existaient pas que j'ai découvert en fait. J'ai plus découvert le film. Vu que je suis pas professionnel de la peinture et que c'était vraiment une aventure et une excuse plus qu'autre chose pour être sur le décor, sur le plateau, j'ai vraiment découvert le film comme un fan. Évidemment, j'attendais les scènes qui se
sur Tatooine pour savoir justement si j'allais reconnaître telle ou telle maison que j'avais peinte ou pas. Et non, voilà, je me suis pris ça dans la gueule. Et qu'en a-t-il pensé au final? J'avoue que je suis sorti du film. Quand je suis sorti du cinéma, j'étais un peu mitigé. Il a fallu que j'aille le revoir une deuxième fois pour m'apercevoir que j'aimais pas ce film en fait. D'accord. Que je suis pas fan de la deuxième trilogie et que pour moi dans la deuxième trilogie c'est vraiment l'épisode qui sert le moins quoi. Et de ce fait, j'ai voulu savoir ce qu'il aimait dans la première trilogie et ce qu'il n'aimait pas dans la prélogie auquel il a pourtant participé. Je trouve que les épisodes 4, 5, 6 n'ont absolument pas vieilli en termes d'effets spéciaux. Et au contraire, quand tu vois que sur l'épisode 7, on revient justement à des décors, on revient à de l'animatronique, des trucs qu'on en avait lâché, et que quand tu regardes les épisodes 1, 2, 3, je trouve qu'il y a une espèce de... Ils sont fades, je les trouve fades, il y a beaucoup trop de blabla, il y a plus d'esprit d'aventure, il y a plus cet esprit un peu humoristique qu'on retrouvait dans les 4, 5, 6 avec les personnages de Han Solo et de R2D2 et de C3PO, où il y avait beaucoup plus d'humour. Où c'était un vrai film d'aventure où voilà quoi. Quand tu regardes les 4, 5, 6, ça parle de princesse, de force du mal, des choses que même les enfants peuvent comprendre. Là, le texte, il est tellement chiant que même un adulte, il peut pas le capter quoi. Ça parle d'embargo, ça parle de trucs politiques, de séparatistes, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Vu que cette interview a été réalisée 2 jours avant la sortie de l'Appel de la Force, j'ai voulu savoir s'il attendait ce nouvel épisode avec impatience. Impatience, le mot est tellement faible. Depuis l'annonce du rachat de Lucasfilm par Disney, au début j'avais un petit peu peur, et puis finalement de voir le travail qu'ils font avec Marvel, je trouve que c'est vraiment bien, et je l'attends comme un dingue, et je peux te dire que je suis à peu près à une 60aine de visionnages de la bande-annonce par jour. Et que pensait-il du réalisateur de ce 7e épisode, J.J. Abrams? Le gros avantage aussi, c'est que lui-même est un énorme fan de la saga, c'est pas un mec qui découvre. Il est né avec Star Wars, il a des souvenirs très précis, c'est notamment Star Wars qui lui a donné envie de faire du cinéma comme beaucoup de gens qui font du cinéma. Donc je pense que voilà, avec l'attente des fans et un peu la déception des épisodes précédents, je pense qu'il est attendu au tournant et qu'il n'a pas intérêt à se planter, et vu les bandes annonces, je pense qu'il est sur la bonne voie. Voilà, vous pouvez retrouver Miko en ce moment à la télé dans le Miko Trottoir, à savoir des canulars dans l'émission Follin Hebdo sur France O, tous les mardis en seconde partie de soirée, mais également tous les matins à la radio de 6h à 10h sur Rire et Chanson, dans l'émission La Tranche de Gigot, où il reprend l'appel de star des canulars téléphoniques et un concept qu'il a créé en 1994 pour l'émission de Koé et qui est toujours aussi efficace. Sinon, vous avez la possibilité de trouver toutes ses réalisations, publicités, sketchs et parodies, notamment celles pour Touche pas mon poste, sur vimeo.com/MikoTV et sur Twitter, #MikoOfficiel, où il est très actif et disponible. La preuve, il a accepté de me parler. Et donc, un grand merci à lui. Et pour la peine, je lui laisse le mot de la fin. Merci à vous, et puis j'ai envie de vous dire que la force soit avec vous, et bon Star Wars.